Hier à 17h, une nouvelle chaîne YouTube a vu le jour. Elle s'appelle FB Direct. FB pour François Bayrou. Le Premier ministre a en effet décidé de lancer une série de vidéos à la suite de la présentation des contours du prochain budget le 15 juillet dernier. Il souhaite expliquer les questions de budget aux Français de manière directe et les Français pourront lui envoyer des messages dès la semaine prochaine. La première vidéo a été publiée hier à 17h. Elle dure 8 minutes. Le Premier ministre a présenté les grandes lignes de FB Direct et il a rappelé la nécessité de désendetter le pays. Je vous propose d'écouter un extrait. Entre les efforts qu'on choisit et les sacrifices qu'on subit, c'est là qu'est aujourd'hui la question qui va se poser à chacun des Français. Et c'est pourquoi je voudrais, pendant les semaines qui viennent, échanger avec vous sur ce sujet, partager avec vous ce qu'on appelle les contraintes, c'est-à-dire la nécessité qui est devant nous, qui pèse sur nos épaules et que nous ne pouvons pas mettre de côté. Tous les responsables partent en vacances, bien méritées, ce que je ne ferai pas. Parce que les jours que nous allons vivre pendant ces semaines du mois d'août et du début du mois de septembre, ces jours sont absolument cruciaux. C'est le moment où tout va se jouer. Pour en parler, on accueille William Tay, politologue et président du think tank Le Millénaire. Bonjour William Tay, merci d'être avec nous sur Europe 1. Alors que vous inspire cette vidéo publiée sur YouTube par François Bayrou en plein cœur du mois d'août en plus ? C'était assez étonnant parce qu'on n'attend pas François Bayrou sur ce registre, mais de toute façon, il n'a pas le choix. Quand vous êtes dos au mur et que vous êtes au bord du précipice, quand vous avez besoin de vous sauver, vous n'avez pas le choix. Parce que qu'est-ce qui se passe pour François Bayrou ? Si François Bayrou continue dans cette direction, au vu de ses enquêtes d'opinion, parce qu'il faut quand même le rappeler, il est le Premier ministre le plus impopulaire de l'histoire de la Ve République, qu'il est actuellement sous la menace d'une motion de censure à la rentrée, vraisemblablement, certes, il ne part pas en vacances, mais il pourrait très bien être en vacances à partir d'octobre prochain ou de novembre prochain. C'est la chose la plus probable aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il va se faire censurer si rien ne change. Et donc, il a besoin d'avoir tous les atouts pour, comme il le dit, reprendre son destin en main. Qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit faire deux choses. Il doit convaincre les Français de dire qu'il vaut mieux adopter un mauvais budget, donc le sien, plutôt que de pas avoir budget du tout. C'est la rhétorique qu'il a employée au début d'année, lorsqu'il a dit que s'il y avait une censure, en fait, on pourrait plus payer les fonctionnaires, les impôts vont augmenter, et puis que la France serait dans la même situation que la Grèce. Autre paramètre aussi, c'est qu'en fait, sa cible est beaucoup plus restreinte, c'est qu'il doit convaincre les députés et les électeurs socialistes, ainsi que les députés et les électeurs du Rassemblement national, à choisir de ne pas voter la motion de censure en se disant les députés ne changeront pas d'avis. De toute façon, il a essayé pendant plusieurs mois de les convaincre. Donc en fait, il essaye de s'adresser directement aux électeurs pour que les électeurs, une fois que les députés vont rentrer de vacances, vont dire certes, François Bayrou n'est pas le Premier ministre le plus fantastique de l'histoire de la Ve République, mais ce budget est pas si mauvais que ça. Donc faites-le adopter ou ne votez pas la motion de censure parce que comme ça, au moins, on n'aura pas d'instabilité politique. D'accord pour les objectifs, mais comment vous interprétez cette initiative ? Est-ce que c'est un geste démocratique, un acte de pédagogie ou un retour médiatique soigneusement orchestré ? Alors, c'est assez paradoxal parce que moi, la première fois que j'ai entendu ça, je me suis dit c'est étonnant. Mais dans le même temps, je me rappelle que les anciens conseillers de communication qui étaient considérés comme les meilleurs de François Mitterrand avaient expliqué une règle lorsque Mitterrand était au bout du gouffre. Il avait dit à chaque fois que vous êtes dans une situation difficile, il vaut mieux aller dans l'endroit où vous êtes le plus mauvais ou que les Français vous attendent pas du tout. Donc ils avaient choisi à l'époque pour François Mitterrand les questions agricoles et notamment il avait envoyé dans une ferme alors qu'on n'attendait pas un président socialiste aller voir les agriculteurs qui étaient réputés votant à droite. Donc là il va dans un endroit où en fait les gens ne s'attendent pas de lui. Il est le premier ministre le plus âgé de l'histoire. Il vise un public qui est plutôt jeune, plutôt sur YouTube. Il vise dans une démarche qui est plutôt directe, alors qu'il incarne plutôt l'ancien monde, c'est-à-dire un rapport avec les corps intermédiaires, avec les médias, avec les syndicats, etc. Donc c'était pas mauvais. La difficulté qu'il a, et je pense qu'il doit rectifier le tir à partir de la semaine prochaine, c'est qu'il a abandonné un point qui est essentiel et qui est le plus important lorsque vous êtes sur les réseaux sociaux, c'est d'avoir le principe d'ouverture. En fait, c'est de dialoguer directement avec les gens, sans filtre. Mais quand vous supprimez l'espace commentaire, quand supprimez l'espace live chat, en fait, vous perdez un peu de l'intérêt. Mais je pense que le premier point, c'était de dire, je crée ça, je crée un certain engouement ou une certaine attente ou un certain public pour ma vidéo. Et puis ensuite, après, pour les prochaines, je pourrai aller en contact avec les gens et ça permettra de faire émerger certains sujets. Parce que vous avez des sujets de préoccupation qui sont pas pareils. Par exemple, vous êtes journaliste, vous avez des préoccupations de journaliste. D'autres personnes sont politiques, ils ont des préoccupations qui relèvent de leur catégorie politique ou de leur sensibilité politique. Mais peut-être qu'en dialoguant directement avec les Français, d'autres sujets vont émerger. Les problèmes d'énergie, les factures d'électricité, ou même des problèmes plus quotidiens sur les questions de tickets restaurants, etc., qui pourront émerger et qui pourront prendre la place des attentes qu'ont les députés PS et Rassemblement national. Si aujourd'hui vous demandez à un député PS quelles sont ses attentes, ils vont dire qu'il faut taxer les riches, comme si on payait pas assez d'impôts, ils vont dire qu'il faut taxer davantage et il faut accueillir plus de gens. Les députés du Rassemblement national vont dire qu'il faut restreindre les droits
concernant les immigrés. Peut-être qu'en faisant ce type de dialogue, on va remplacer le débat budgétaire qui aurait lieu à la rentrée par celui qui va être imposé par les gens qui vont dialoguer avec François Bayrou. Justement, il propose aux Français d'envoyer des messages et d'interagir. Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que c'est pas juste de la com? Parce que je pense pas qu'un citoyen lambda puisse influencer le budget avec un commentaire sur YouTube. On est d'accord? Non, mais moi je pense que la chose qui m'a marqué, c'est que l'année dernière, au moment de l'adoption du budget par Michel Barnier, lorsque Michel Barnier avait répété à longueur de temps qu'il y avait un problème de dette, qu'il y avait un problème, en fait, que la dette, en fait, c'était un impôt pour les générations futures et qu'en fait, on laissait financer notre train de vie parce que sur les 1000 milliards d'euros de dette, en fait, la plupart, c'est des trains de vie de l'État, c'est les dépenses des retraites des fonctionnaires qui représentent 40%, je crois, des 1000 milliards d'euros de dette de Macron. Ça représente 400 milliards d'euros sur les 1000 milliards. Mais en fait, il avait expliqué que la dette, en fait, c'était comme si vous financez votre train de vie comme grands-parents à vos enfants ou à petits-enfants. Donc, en fait, c'est un fardeau que vous leur laissez. Et dans les enquêtes d'opinion, alors que les préoccupations, c'était l'écologie, le pouvoir d'achat et la sécurité, la dette et le déficit public étaient passés en deuxième ou troisième priorité, alors que les gens disaient habituellement que c'était un sujet qui ne préoccupait pas les gens. Là, je pense que l'objectif de François Bayrou, c'est de se dire, quand je discute avec le Parti socialiste, il me donne toujours les mêmes thèmes. Quand je discute avec les députés Rassemblement national, il me donne toujours les mêmes thèmes. J'ai besoin, pour que l'opinion publique change, à minima, soit qu'il change d'avis, mais c'est peu probable, que les thèmes qui sont inclus dans le débat budgétaire sont complètement différents. Là, actuellement, lorsque vous interrogez les Français, c'est on va nous faire les poches. On va nous demander des impôts supplémentaires, vous nous demandez des efforts supplémentaires, alors que mon voisin n'aura pas forcément d'efforts supplémentaires à faire, et donc forcément le budget est impopulaire. Mais si les thèmes commencent à changer et que petit à petit des préoccupations nouvelles commencent à émerger, en fait, ça lui donnera éventuellement des effets de levier supplémentaires. Par exemple, je prends 2 points qui sont très simples. Le 10 septembre, apparemment, il y aura une marche contre les impôts. Si cette marche commence à prendre de l'ampleur, François Bayrou pourra aller voir les députés socialistes en disant vous me demandez d'augmenter les impôts, mais dans le même temps, vous avez une jacquerie fiscale, une révolution fiscale, parce que les Français considèrent qu'ils payent déjà trop d'impôts, que 10% des Français payent 77% de l'impôt sur le revenu, qu'il n'y a que 50% des Français qui en payent, donc on augmente les impôts, on raquette toujours les mêmes personnes, la classe moyenne et les classes moyennes supérieures. De l'autre côté, peut-être qu'il y aura un autre point pour les électeurs du Rassemblement national, c'est la question des factures d'électricité. Les factures d'électricité ont explosé, notamment avec l'alignement de la TVA de 20% sur la question de l'abonnement. Peut-être que ça sera un sujet qui va émerger dans les préoccupations des électeurs du Rassemblement national et qui permettra à François Bayrou de dire je vous donne pas ce que vous voulez sur d'autres sujets, mais peut-être que je peux éviter la censure en vous donnant une concession sur l'électricité. François Bayrou n'est pas la seule personnalité politique à s'adresser aux Français via YouTube. Je pense à Emmanuel Macron, Jordan Bardella, Jean-Luc Mélenchon ou François Ruffin, pour ne citer que. Ça pose une question centrale. Est-ce que les réseaux sociaux peuvent vraiment réconcilier les Français et la politique ? C'est faisable ? Alors, quand on regarde les différents points, nous on avait regardé différentes campagnes, les réseaux sociaux ont surtout un impact aux États-Unis. Ça veut dire qu'aux États-Unis, comme vous êtes sur un État fédéral et qui est immense, et qu'en fait, au-delà des chaînes nationales, vous avez surtout des chaînes par État. En fait, les réseaux sociaux vous permettent de parler à l'ensemble des Américains, et parfois les réseaux sociaux sont tellement puissants que parfois ils vous servent à être plus puissants qu'un média. Par exemple, on prend l'exemple qui est connu, le compte Twitter de Donald Trump a plus de 100 millions d'abonnés. Ces différentes vidéos font entre 10 et 50 millions de vues, donc c'est supérieur à n'importe quelle audience d'un média traditionnel. Par contre, en France, l'impact est beaucoup plus limité parce que quand vous regardez les meilleurs youtubeurs, ils se situent plutôt à l'extrême gauche ou à la gauche de l'échiquier politique, c'est plutôt Mélenchon et la France insoumise. Mais même dans le meilleur des cas, ils font maximum 1 million, 1,5 million de vues. Donc, et le nombre de vues sur YouTube n'est pas exactement le même que celui d'un média, donc ça ne remplace pas une grande chaîne de médias publics et encore moins un journal télévisé. Donc pour l'instant, les réseaux sociaux servent plutôt à parler à des clientèles spécifiques qui ne regardent plus les médias traditionnels, plutôt qu'en fait à inverser le cours. L'autre impact des réseaux sociaux, par contre, qu'on a vu, c'est que comme les médias traditionnels n'ont plus forcément, en raison des développements de la technologie de l'information, ont autant de journalistes qu'avant, en fait, d'autres sujets de préoccupation émergent. Je prends des exemples. L'apparition de Twitter, par exemple, dans les médias publics, a pu faire émerger des sujets de préoccupation, notamment portant sur les faits divers, sur les faits d'actualité, qui n'existaient pas avant. Et on a vu une rupture entre ce qui se passait dans les années 2010 ou même maintenant, par rapport à l'information qui était traitée dans les années 80 ou dans les années 90. Restez avec nous, William T. On va marquer une pause. On revient dans un instant. Il est 11h15 sur une chaîne qui a pour objectif d'échanger avec les Français. Une première vidéo dans laquelle il parle de la dette de la France qui augmente de 5 000 € chaque seconde. Donc ça fait, si mes calculs sont bons, 300 000 € par minute. Donc le temps de la vidéo de François Bayrou qui dure 8 minutes, la dette française a augmenté de 2 400 000 €. Le symbole est fort, William T.
Oui, ça veut dire que la dette explose, que le train de vie de l'État a explosé, et qu'en fait, quand on regarde, en fait, il y a deux dettes. Il y a une dette qui peut être considérée comme bonne et une dette qui est plutôt mauvaise. C'est-à-dire que si vous avez de la dette, mais qu'au final vous avez des écoles, vous avez des Airbus, vous avez des TGV ou qui fonctionnent et vous avez des Concorde, de toute façon, les Français se disent que c'est plutôt une bonne opération. Là, le problème que vous avez sur la dette, c'est que le principal coût de la dette, en fait, est uniquement sur le train de vie de l'État, avec plusieurs chiffres qui sont marquants. Rien que sur les 6 premiers mois de l'année, l'État était à un déficit public de 100 milliards d'euros. C'est-à-dire que la dette a augmenté lors de la première partie de l'année de 100 milliards d'euros. Deuxième point, moi, qui m'a marqué aussi, c'est que sur les 1000 milliards d'euros de dette occasionnés par le président de la République, donc et par Emmanuel Macron, il y en a 400 milliards d'euros qui proviennent du régime de retraite des fonctionnaires et des régimes spéciaux. On peut pas dire que ce soit une dépense pour les investissements d'avenir, vu que ce sont des gens qui partent à la retraite. Autre sujet qui est marquant aussi, c'est que lorsqu'on avait fait la dette pendant le Covid, c'était ça qui avait expliqué notamment que la dette avait explosé, et ben en fait les pouvoirs publics avaient expliqué que c'était normal parce qu'il y avait la crise du Covid. En chiffre qui est marquant, c'est que l'Allemagne va mettre 7 ans à rembourser sa dette Covid, l'Italie 26 ans, et la France va mettre 69 ans à rembourser sa dette Covid. C'est-à-dire que quand vous aurez des petits-enfants, eh ben, ils seront toujours en train de rembourser la dette occasionnée par Bruno Le Maire et par Emmanuel Macron, ce qui quand même est marquant alors que les autres pays l'auront déjà remboursé depuis très longtemps. 43,8 milliards d'euros d'économies à réaliser, ça va faire mal. Est-ce qu'on a déjà une idée des secteurs qui seront les plus impactés ? Oui, en fait, l'économie est fonctionnée par deux parties. Une partie sur les impôts qui repose sur 14 milliards d'euros et une partie sur la baisse des dépenses de 30 milliards d'euros. Et en fait, en fonction des ministères, il y a des ministères qui sont préservés, c'est les ministères régaliens, donc intérieur, défense et éventuellement transition énergétique, alors que tous les autres baissent ou sinon sont en stagnation. C'est un peu l'arrêt qu'avait fixé François Bayrou en disant que la priorité, c'était plutôt de réarmer le régalien. Pourquoi est-ce qu'il fait ça ? Parce qu'en fait, lorsque vous regardez le budget de l'État, en fait, l'État dépense 9 fois plus sur les dépenses sociales que sur les dépenses régaliennes. Ça veut dire qu'en fait, le budget de armée, sécurité, justice représente à peu près 45-50 milliards d'euros, alors que les dépenses de sécurité sociale représentent 600-700 milliards d'euros. Donc forcément, lorsque vous dépensez beaucoup plus sur social, alors que le nombre de pauvres continue à augmenter, et dans le même temps, vous avez des problèmes d'insécurité et des problèmes de gestion des flux migratoires, et de toute façon, François Bayrou se dit qu'il vaut mieux aller de ce côté-là. Et d'ailleurs, il l'a consacré en mettant plutôt des ministres forts sur les sujets régaliens comme Darmanin et Retailleau plutôt que sur les sujets inverses. On a Gilles qui souhaitait réagir. Bonjour Gilles. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Gilles, vous nous appelez d'où ? Je vous appelle de la Côte d'Opale. Très bien, alors vous avez vu cette vidéo aussi, j'imagine. Comment vous avez réagi ? Non, justement, je ne l'ai pas vu, je suis désolé, mais j'en ai entendu parler, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais bon, je regrette pas de ne pas l'avoir vu, de toute manière. Vous savez, je vois François Bayrou mentir à la télé suffisamment pour pas aller regarder sur les réseaux sociaux, là où on peut de temps en temps trouver un peu de vérité, continuer à mentir, donc je vois pas l'intérêt. Non, après, vous savez, François Bayrou, c'est une catastrophe. Vous savez, à partir du moment où vous êtes aux côtés d'Emmanuel Macron depuis le début, vous ne pouvez pas être crédible. Ce n'est pas possible. C'est contre-productif, c'est impossible. Moi, tous les politiques qui ont plus ou moins fricoté avec Emmanuel Macron, forcément, ils sont pour moi à côté de la plaque complètement. Donc, ce sont des menteurs obligatoirement. Gilles, est-ce que vous avez l'impression qu'on vous demande sans arrêt de faire des efforts pour réduire la dette ? Ah non, mais écoute, mais comment vous pouvez me dire, est-ce que vous avez l'impression ? C'est d'une évidence totale. Certains Français sont prêts à faire des efforts. Pardon ? Certains Français sont prêts à faire des efforts. Alors, voilà. Je vais vous dire sincèrement. Les 40 années qu'on est toujours en train de dire, ça fait 40 ans que ça dure, ça fait 40 ans qu'on a une classe politique qui nous marche dessus, c'est normal. C'est-à-dire tout à fait normal, parce que les Français montrent à quel point ils sont bêtes. C'est pas compliqué. Je veux dire, il suffit de revoir la dernière élection que nous avons eue. Le seul parti politique auquel on aurait pu, à la limite, ne avoir aucun doute sur le fait qu'ils allaient essayer de faire quelque chose, parce qu'ils n'avaient pas le choix, qu'ils étaient pris à la gorge, c'était le Rassemblement national. C'est-à-dire que s'ils ne réussissent pas, dans 3 ans, ils ne sont plus là. Donc, voilà. Mais comme toute la classe politique, ceux qui sont là depuis 40 ans et qui continuent à être là, malgré leurs méfaits, se sont rendus compte qu'ils pouvaient éventuellement réussir, et il ne fallait absolument pas qu'ils passent. Parce que sinon, c'est leur disparition à eux. Donc, et les Français, ils ont marché dans la combine. Il suffit d'une semaine de désinformation, une semaine de front républicain. Il ne faut pas grand-chose aux Français pour aller voter complètement à l'inverse de ce qu'ils avaient voté une semaine avant.
Donc voilà, moi je dis que les Français sont totalement responsables de la classe politique qu'ils ont. Et ça ne changera pas. C'est clair, hein, il n'y a aucun doute là-dessus, ça ne changera pas. Alors, vous vous rendez compte, ne serait-ce qu'oser aller demander aux Français de payer les dettes d'Emmanuel Macron. Parce que ce sont les dettes d'Emmanuel Macron. Je vous rappelle qu'avant même d'arriver au pouvoir, il a sacrifié en 2 ans 4 des plus grands fleurons de l'industrie française. Je vous parle d'Alstom, Arcelor, Lafarge, etc. Depuis le temps, il y en a eu beaucoup plus, mais c'est une catastrophe. C'est-à-dire qu'il a détruit la France volontairement. William Tay. Volontairement, hein. Parce qu'on ne peut pas dire que c'est le Mozart de la finance et d'aller vendre Alstom la moitié de son prix pour aller le racheter le double de son prix sans les brevets, bien sûr. Hein, maintenant, on n'a plus les brevets. Si ça, c'est le Mozart de la finance ne l'a pas fait exprès, je vois pas comment ça peut être autrement. C'est volontaire, William Tay ? Je sais pas si c'est volontaire, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Emmanuel Macron apparaissait comme le Mozart de la finance avant 2017 et avant son élection à la présidence de la République, et qu'aujourd'hui, il apparaît plutôt comme le Madoff des finances publiques. Ça veut dire qu'en fait, vous avez un problème essentiel, c'est qu'il devait en fait restaurer la crédibilité économique de la France, et il l'a fait sur certains secteurs. L'attractivité, ça marche. L'emploi, ça marche pas si mal, mais en tout cas, c'est pas si mauvais que ça. Mais par contre, sur les chiffres portant sur les indicateurs publics, c'est plutôt catastrophique, parce que la dette a augmenté, parce que les indicateurs concernant le déficit commercial sont mauvais, que la France a le plus grand déficit commercial de la zone euro, qu'on a le troisième plus grand taux de chômage de la zone euro également, et qu'au final, il devait restaurer la crédibilité économique de la France, et la France est plutôt dans le peloton de queue de l'Union européenne, notamment portant sur les indicateurs de déficit public et de dette publique. Ensuite, après, sur l'autre point que donne votre intervenant, Gilles, c'est qu'en fait, il y a une difficulté majeure, c'est que vous avez une partie des gens qui croient plus à la classe politique, ils croient plus à la capacité des politiques à pouvoir faire notamment des réformes nécessaires. Et ça se pose question, parce qu'en fait, ça fait 50 ans qu'on n'a pas adopté un budget à l'équilibre. La dernière fois, c'était en 1974, alors que pourtant, quand on regarde la situation concrètement, quand on regarde la situation de la France, c'est pas aux Français de faire des efforts supplémentaires, c'est à l'État et c'est au pouvoir public de le faire, avec des chiffres qui sont plutôt simples. Si la France dépensait autant que les autres pays de l'Union européenne, on pourrait baisser les dépenses publiques de 300 milliards d'euros, c'est-à-dire qu'on pourrait complètement supprimer l'impôt sur le revenu. Donc c'est quand même assez conséquent, et ça montre quand même qu'en fait, la France vit à peu près sur les mêmes remèdes depuis une quarantaine d'années. Ça veut dire qu'on augmente toujours les dépenses publiques, on augmente toujours les impôts, et ça peut poser question avec une chose qui m'a toujours marqué, ça veut dire qu'on n'a jamais autant dépensé, on n'a jamais autant prélevé que soit Emmanuel Macron, et pourtant vous avez un manque de services publics partout. Il vous manque des profs, il vous manque des policiers, il vous manque des gens dans la justice, il vous manque des gens également dans le personnel de santé. Et donc se pose une question, et c'est la question que pose votre auditeur, c'est où passe l'argent et que font-ils de l'argent public ? Vraie question. Gilles, est-ce que vous trouvez que le sujet de la dette est suffisamment bien expliqué par les responsables politiques aujourd'hui ? Et est-ce que le fait de l'expliquer sur YouTube va vous aider ? À moi, personnellement, vous, je vous pose la question puisque vous êtes là, mais de manière générale. Moi, vous savez, je sais depuis le début de Macron, c'est-à-dire depuis sa catastrophe chez Hollande, je sais que, au départ j'avais un doute, mais après je sais que à partir du moment où François Hollande mène un combat contre la haute finance avant d'arriver comme président de la République, pour arriver comme président de la République, et que le jour où il arrive aux fonctions, il prend le meilleur élément des Rothschild, à partir de ce moment-là, vous savez qu'il y a un loup, forcément. Et depuis ce temps-là, Emmanuel Macron n'a fait que travailler pour les Rothschild. Je vous reparle pas de l'affaire Alstom, mais toutes les affaires, quand vous grattez un peu, vous arrivez tout le temps à retrouver les bénéficiaires. Il y a du Rothschild partout. Et en fait, en réalité, moi, Emmanuel Macron, je suis persuadé de ça, est arrivé en 2012 dans la vie politique française, mis là exprès par les Rothschild, pour détruire la France, pour affaiblir la France au maximum, pour une raison simple, c'est que son projet à lui, son réel projet, pas celui qui disait c'est mon projet, non, le réel projet, c'est l'Europe. Vous, dans tout bien, c'est de prendre la tête de l'Europe parce que c'est quelqu'un de très très ambitieux, que d'être président de la République une fois, 2 fois, c'est pas pour lui le Saint Graal. Oui, on sait le Saint Graal, ça a toujours été l'Europe. C'est l'Europe, bien sûr. Merci Gilles, voilà, on va devoir vous laisser. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Europe 1 et William Tay.